Partager mon écran. Voilà. Euh, donc, l'idée d'aujourd'hui, hop, je me mets en plein écran. Voilà. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de stratégie digitale, et puis une partie un peu sur les réseaux sociaux et sur la communication, avec pour objectif quand même de se dire comment est-ce qu'on peut être à la fois plus visible, comment on peut atteindre ses objectifs à travers le digital. Excuse-moi, Philippe, Oui, pardon. Je te coupe. Juste, est-ce que tu as un micro, s'il te plaît, parce que je t'entends de loin. Alors, je ne sais pas si c'est moi. Non, non, alors, j'allais faire la même remarque. J'avais l'impression que mon son est-ce aussi que ça marchait. marche mieux comme ça? Ah, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux? J'essaye, j'en ai deux, donc Ok, super, Ok. merci. comme ça, c'est mieux? Ouais, ça a l'air mieux, ouais, Ok, effectivement. je vais peut-être essayer Merci, de parler Philippe. un tout petit peu plus Merci, Aurélie. lentement, parce que j'ai un micro intégré et j'ai le micro de ma webcam, donc je ne sais pas lequel des deux est le plus efficace. Ah, là, ça a l'air parfait. Ok, impeccable. Donc, on va effectivement parler un petit peu de stratégie digitale pour commencer. Et l'objectif de la stratégie digitale, hein, c'est d'atteindre des objectifs business, en fait, à travers les différents outils et moyens digitaux qui sont utilisés. Donc, quand on va parler de stratégie digitale, il va falloir parler de communication, il va falloir parler d'outils, de solutions numériques, et il va falloir aussi un peu définir quels sont les objectifs que l'on a. Et d'une entreprise à une autre, les objectifs peuvent être différents. Certaines entreprises vont choisir d'avoir une stratégie digitale en termes de communication avec pour objectif finalement de capter davantage de clients. D'autres vont avoir pour objectif de créer des communautés les plus importantes possibles parce que leur vente se fera à travers les communautés. D'autres vont être là plutôt pour aller chercher des investisseurs qui souhaiteraient investir dans la solution. Donc, il faut bien se dire que quand on veut parler de stratégie digitale, il faut quelque part se dire finalement, c'est quoi d'abord mes objectifs? Alors, il y a différentes thématiques, il y a différents aspects à considérer. Alors, en fonction évidemment de la taille de vos structures, parce que si vous êtes une TPE, forcément, solution pour mes collaborateurs, ça n'a pas de sens. Par contre, quand on commence à être une PME ou une grande entreprise, forcément, quand on va parler de stratégie digitale, on va aussi se dire quelles sont les solutions que je vais mettre à disposition de mes employés et comment je vais animer en fait ma communauté d'employés pour accompagner ma stratégie. Quand on va, par exemple, communiquer sur les réseaux sociaux, on sait que le fait que l'entreprise communique, ça a un impact, mais on sait que chaque employé de l'entreprise a lui-même son propre réseau. Et donc, quand c'est les employés qui communiquent, on a un impact qui est encore plus important. Voilà. Deuxième chose, c'est se dire finalement en termes de marketing digital, je vais essayer d'améliorer mes ventes ou est-ce que je vais essayer d'améliorer mon image? Finalement, qu'est-ce que je vais faire dans ce marketing digital? Et puis, on a un sujet aussi autour des applications numériques, hein, puisque pour certaines entreprises, leurs solutions sont des solutions numériques. Et donc, finalement, comment je vais aussi m'assurer que dans ma stratégie, je prends en compte l'évolution de ma solution, le feedback de mes consommateurs, la planification de mise à disposition de fonctionnalités qui seront autant de possibilités de communiquer, puisque chaque fois qu'on a des évolutions, chaque fois qu'on a des nouveautés, quelque part, on peut capter un public plus important ou en tout cas alimenter un réseau entre guillemets de fans de la solution qui eux-mêmes seront amenés à communiquer auprès de leur propre réseau. Donc voilà, il y a ces différents aspects qui doivent être à considérer. Si on regarde très rapidement l'interne, les collaborateurs, c'est un petit peu moins le sujet quand on va parler de TPE, mais globalement, il y a plein d'outils traditionnels hein, dans une entreprise. On va parler de solutions bureautiques, on va parler de CRM, on va parler de logiciels métiers, de logiciels de vente, de solutions RH. Donc là, on a plein d'outils traditionnels dans l'entreprise. Et donc, quand on veut essayer dans sa stratégie digitale de regarder ce qu'on a en interne, il faut déjà regarder finalement la situation, donc faire une petite étude de situation. C'est quoi les difficultés finalement? C'est quoi les outils que j'utilise? Ça peut marcher quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs. Est-ce que par rapport aux outils que j'utilise,
je suis productif? Est-ce que, en définitive, je réussis à être agile? Est-ce que je rends l'ensemble des services attendus dans ma société? Donc, si on a même une TPE, est-ce que je gère correctement mon fichier client? Est-ce que je gère correctement ma communication? Comment je suis structuré? Comment je suis organisé? Ensuite, par rapport en fait aux difficultés qu'on a rencontrées, il va falloir essayer de recenser les différentes solutions qui peuvent répondre à mes difficultés. Donc, faire un petit peu de veille technologique sur les solutions qui existent, des benchmarks. Éventuellement, quand on cherche une solution, on peut toujours aussi passer par une notion d'appel d'offres. Alors là, c'est plus vrai pour les entreprises un peu plus grandes, mais voilà, ça fait partie en fait du recensement. Éventuellement, se dire, ben, moi, ma solution, si je veux être efficace, peut-être qu'il va falloir aussi que j'aille chercher des partenaires parce qu'à plusieurs, on est peut-être plus fort et peut-être qu'en complément finalement de la solution que je vais mettre à disposition, j'ai besoin aussi de trouver les bons partenaires pour compléter en fait ce que je ne ferai pas en interne par des choses que je vais faire en externe. Et puis après, comment je vais choisir et planifier en fait les solutions que je veux mettre à disposition. Donc ça, c'est vraiment des pistes en fait pour mes collaborateurs. Exemple, je veux avoir un environnement bureautique accessible à tous mes employés. Je vais m'orienter par exemple sur Windows, Microsoft 365 et Teams parce que je sais qu'il y a des solutions accessibles pour répondre à mes enjeux. Voilà. Mais c'est un exemple parmi plein d'autres. Si je parle d'outils de CRM, c'est quoi finalement l'état de l'art? Il va y avoir des solutions différentes qui vont être proposées, qui ont finalement dans leur façon d'être adressées des entreprises plus ou moins grosses, en fonction des coûts, en fonction du nombre de personnes que je vais vouloir adresser dans mon outil, quelle solution de CRM je vais choisir pour être en capacité, dès le début de ma structure, de commencer à capturer de l'information sur mes clients, de façon à les fidéliser, de façon à pouvoir voilà, disposer réellement d'un outil de CRM adapté. Donc ça, c'est assez simple, c'est à viser en fait d'outils internes dont je vais me doter. Après, une fois que j'ai des outils, que j'ai des solutions en interne, je vais essayer de voir comment je vais utiliser du marketing digital finalement pour quelque part présenter mon image, améliorer mes ventes, améliorer mes communautés. Donc ça, je vais le faire à travers du marketing digital. Alors, quand on veut élaborer cette stratégie digitale, finalement, j'ai mis un certain nombre de questions, parce que se poser les questions, c'est déjà trouver les solutions. Finalement, donc petit 1, c'est quoi mes objectifs? C'est quoi les résultats attendus? Est-ce que je veux vendre très vite? Est-ce que je veux finalement capter les investisseurs, ce que je disais tout à l'heure? Quels sont les moyens que je vais utiliser dans cette stratégie digitale, dans cette stratégie marketing digital? C'est quoi les canaux de communication? Est-ce que je vais utiliser des canaux comme LinkedIn, comme Twitter, comme d'autres types de réseaux sociaux? Ça peut être de l'Instagram, ça peut être, enfin voilà, quels sont les réseaux sociaux que je vais vouloir adresser? Parce qu'en fait, en fonction de la cible que je vais avoir, donc finalement, qui sont les personnes que je veux atteindre, forcément, on sait qu'on a de l'appétence qui va être différente on va dire, d'une population à une autre. Donc, il faut vraiment choisir les moyens de communication adaptés à sa cible. Et pourquoi les entreprises, dans leur communication, vont multiplier finalement les canaux de communication? Simplement parce qu'ils savent pertinemment qu'en fonction du moyen de communication, on va avoir des publics différents, forcément. Le point qui est important aussi dans la partie communication digitale, c'est finalement quand. Quand, ça veut dire, imaginons que je veuille envoyer des messages concernant la sortie d'un de mes produits, la sortie d'une de mes solutions. On a forcément à un moment donné envie de dire ouais, je suis en train de construire quelque chose, donc il faut quand même que je donne envie aux gens à terme de venir s'intéresser à ma solution et on peut se dire très bien, je vais le faire très très tôt. Oui, le problème c'est que si je le fais très très tôt, j'ai encore rien à vendre. Donc la seule chose que je peux éventuellement capter en termes d'information, c'est les adresses mail de personnes intéressées que je vais pouvoir ensuite alimenter dans un second temps, une fois que ma solution sera plus aboutie. Donc après, dans cette planification, il faut aussi se dire que la communication sur les réseaux va passer par des moments stratégiques.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne va pas communiquer simplement le fait d'avoir un produit et une solution qui marche. On va essayer de communiquer de façon à donner une actualité à la solution. On vient de sortir la V1 ou la V0 de notre solution et on a bon espoir que dès le mois de septembre, la solution puisse être disponible. Restez connectés, on vous tiendra au courant. Typiquement, le fait de faire ce type de communication, c'est un événement. On communique une information pertinente qui est une date future dans laquelle le produit ou la solution sera disponible. Et donc, quelque part, on va gérer un peu d'appétence. Alors, je vois qu'il y a une question déjà dans la discussion. Alors, si la limite de multiplication des canaux de communication ne peut-elle pas impacter mon image? Si, évidemment, ça veut dire que quand on va aussi cibler ses clients, on va avoir tendance déjà à pas faire la même communication sur les différents médias, parce qu'en définitive, prendre le même type de communication sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, sur enfin, tous les outils TikTok et autres outils de réseaux sociaux, si je fais une com sur TikTok, forcément, ma com, elle est très différente de celle que je vais faire sur LinkedIn, qui va être plutôt un réseau professionnel, Twitter, qui va plutôt être un réseau, on va dire, dans lequel on va faire passer des événements, des instants, entre guillemets, ou Instagram, qui est un moyen finalement de communiquer à travers de l'image. Mais forcément, on peut très bien, dans une communication multicanale, avoir en définitive un message un peu différent communiqué. Et a priori, non, je dirais, ça ne nuit pas à partir du moment où on est en capacité finalement d'adapter dans sa stratégie digitale la façon de communiquer. Voilà. Après, on peut avoir, d'un point de vue on va dire, entreprise, se dire, moi, il y a des réseaux sur lesquels je sais qu'à un moment donné, il n'y a pas une grosse appétence, ou en tout cas, ce n'est pas vraiment utilisé pour faire de la communication, ou en tout cas du marketing digital. Je vais donner un exemple. Facebook, ça peut être un bon moyen de communiquer de l'information. Maintenant, si l'objectif, c'est de faire de la communication avec une cible 15-25 ans, c'est peut-être pas Facebook le bon moyen de communiquer. Après, si je communique via TikTok, en fonction de, entre guillemets, on va dire, la diffusion de ce réseau, on sait qu'il y a des polémiques de temps en temps. Si on était sur le sol américain, par exemple, on se dirait, non, TikTok, ce n'est pas la bonne solution. Mais peut-être qu'en France, ça atteint la cible qu'on attend. Donc, on ne peut pas, à un moment donné, être catégorique en disant non, ce réseau social-là, je ne l'utilise pas. Le réseau social, il va être adapté finalement à la cible que l'on peut avoir. Alors après, effectivement, quand on va communiquer, il faut aussi avoir une vision finalement du différenciateur que l'on a de sa solution versus la compétition. Parce qu'à un moment donné, même si on ne va pas forcément faire une communication comparative, on va forcément essayer de mettre en avant des choses que l'on a fait dans sa solution que la compétition n'a pas. Si c'est le fait, imaginons que je vende d'ailleurs, par exemple, un nouveau réseau social. Ok, je lance un réseau social qui a pour objectif, je sais pas, d'être sur un domaine particulier, et en fait, les abonnés de ce réseau social, je sais pas, ils auront telle ou telle information que les autres n'ont pas. Typiquement, un client peut se dire, est-ce que le lancement de cette nouvelle solution, c'est pas finalement la même chose que ce que propose déjà un réseau social très établi, ce qui fait que finalement, le produit que je sors, il n'apporte rien de nouveau. Et de la même façon, si dans ma communication, j'ai l'impression de décrire des choses qui existent déjà, forcément, on aura moins d'appétence que si on met en un très gros différenciateur que nous, on a vis-à-vis finalement de la compétition. Donc, il faut être en capacité de se dire, ma cible, il faut que je l'informe de ce que, il faut que je leur donne envie d'acheter ma solution, parce que la compétition à date n'est pas en capacité d'adresser la thématique que moi j'adresse. Et ça, c'est très, très important, le côté différenciateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi assez régulièrement aller se mettre sur les réseaux qui touchent les produits que vous créez, quel que soit le domaine d'activité que vous avez, de façon à pouvoir se dire quelles sont les solutions qui existent et se tenir informé. Donc, c'est de la veille permanente. Quand on va communiquer et avoir une stratégie digitale, il ne faut pas oublier d'avoir cette veille sur les concurrents ou les solutions qui sortent,
Et d'ailleurs, ça peut être les concurrents, mais ça peut être aussi les partenaires. Parce que c'est dans l'élaboration de cette stratégie digitale que vous pouvez vous dire, mais mon produit, il est archi complémentaire avec la solution de tel partenaire. Peut-être qu'il serait intéressant d'engager une discussion avec ce partenaire pour essayer de faire quelque chose de plus impactant à deux que moins impactant chacun de notre côté. Et donc, il y a cette notion-là. Moi, j'aime beaucoup dans les communications que je fais, que la communication, elle vienne d'un partenaire sur lequel je vais pouvoir surfer parce que c'est le partenaire ou c'est le client d'ailleurs qui peut mettre en avant la solution. C'est plus impactant d'avoir quelqu'un qui parle de nous que nous-mêmes parler de notre solution. Donc, il faut un mixte des deux. C'est pour ça qu'on essaye souvent aussi, dans sa stratégie digitale, de se dire on a besoin d'un client cible ou on a besoin d'un bêta-testeur qui peut, ou d'une association même, qui va tester notre solution et qui va nous faire un article, un tweet, un LinkedIn, peu importe, qui va parler de notre solution en disant « Waouh, c'est génial, ça fait quelque chose que je n'avais pas encore vu aujourd'hui et je crois dans cette solution. » Alors, est-ce que toute structure a besoin d'un community manager ou pas forcément? Je dirais qu'on a besoin de la fonction community manager, mais ça peut être fait par quelqu'un qui a une appétence en communication. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas forcément un community manager dédié, ça va dépendre des solutions, mais effectivement, plus on va mettre d'énergie dans cette gestion de communauté, dans cette gestion en termes de communication, et plus potentiellement l'impact va être important. Ça veut dire que peut-être qu'au début, on se dit, ben, moi, je vais être en capacité moi-même de faire un peu de communication parce que je n'ai pas forcément non plus les moyens d'avoir un community manager à plein temps, je n'ai pas forcément les moyens voilà, de payer autant de fonctions que nécessaire dans une entreprise, ce qui n'est pas vrai d'une grosse PME, dans laquelle on va avoir des rôles bien séparés. Dans une petite structure, on a plutôt des rôles affectés à une personne, donc la personne peut être dépositaire de plusieurs rôles. La personne qui va faire de la com peut être quelqu'un qui a de l'appétence. Ça peut même être à un moment donné, lorsqu'on lance une structure, de se dire finalement, c'est peut-être le bon moyen de prendre un stagiaire en école de communication en lui donnant comme rôle d'améliorer le branding et d'améliorer la communication sur les réseaux sociaux avant finalement d'internaliser le rôle. Donc ça peut être aussi une solution de se dire, moi je sais qu'il y a toujours plein d'étudiants qui sortent d'école et qui cherchent des stages. Pourquoi ne pas avoir comme ça une ressource à pas très cher qui va me permettre finalement d'améliorer mon impact sur les réseaux sociaux pour atteindre l'objectif attendu, donc celui que j'ai décidé par rapport à ma stratégie digitale. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'un bon community manager, justement? La veille, justement, que vous expliquiez précédemment. Alors, le community manager, il doit être conscient, finalement, par rapport, en fait, à la solution que l'on a. Déjà, il faut qu'il soit lui-même, quelque part, qu'il ait une appétence particulière sur la communication. Donc, ça, c'est sûr. Il faut cet axe-là. Il faut quelqu'un qui soit curieux, parce qu'il faut qu'il se fasse une petite idée finalement. C'est un petit peu comme si je prenais le produit sur lequel vous travaillez, puis dans ce produit, je vais essayer de créer une feuille force et faiblesse. Qu'est-ce que je sais quoi, les fonctionnalités ou les choses à laquelle je réponds, les besoins auxquels je réponds. Donc, il va essayer de décortiquer. Il faut que le community manager il soit en capacité finalement de décortiquer la solution que vous avez. Et puis, il faut qu'il ait de la curiosité. C'est-à-dire qu'il faut que lui-même soit quelqu'un qui aille beaucoup sur les réseaux sociaux pour s'informer, pour suivre, qui soit capable justement de construire cette communauté. Donc, quand on veut construire une communauté aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut de l'image. Donc, il faut être capable de fournir des médias, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'image, de la photo. Donc, il y a besoin effectivement d'une compétence assez variée pour être un bon community manager. Après, ce que je disais tout à l'heure, je pense que autant il faut être en capacité de communiquer, autant on ne peut pas forcément toujours avoir à disposition quelqu'un dédié. Donc,
l'énergie que l'on va dépenser dans la communication, il faut aussi qu'elle soit ciblée par rapport au planning que l'on a défini. Peut-être qu'à un moment donné, on se dit dans un projet, je prévois un temps nécessaire pour préparer de la communication et préparer ce que je vais communiquer en termes d'informations dans mon projet. Et ça doit se caler en même temps que le projet de réalisation, votre planning de réalisation de votre produit, de votre service, peu importe ce sur quoi vous travaillez, il faut vous caler un planning de communication en parallèle en fait de ce planning de réalisation, soit d'un nouveau produit, soit d'une évolution du produit que vous avez. Et ça, il faut vraiment le faire de concert. On ne peut pas à un moment donné se dire la com c'est d'un côté, le projet c'est d'un autre et tout est séparé. Ça ne marchera jamais. A contrario, le fait de dire c'est quoi le momentum, le community manager doit être capable d'identifier les momentum, les moments importants où il peut être vital de communiquer pour atteindre un maximum de cibles. Et dans cette communication, il va aussi surfer sur des événements qui sont clés. Je vais donner un exemple. Vous travaillez aujourd'hui sur un produit autour du sport. Ben c'est bingo pour vous parce que les Jeux Olympiques sont à Paris l'année prochaine. Et donc, vous avez plein de moments importants pour communiquer sur votre solution. Si vous sortez, je ne sais pas, un produit qui est lié à la mode, par exemple, vous allez peut-être surfer sur des événements particuliers, des défilés de mode, des choses comme ça qui sont liées finalement au domaine d'activité dans lequel vous allez travailler. Donc, ce calendrier doit être à la fois calqué sur des événements particuliers qui existent dans le domaine d'activité dans lequel vous allez travailler, enfin, ou dans lequel vous créez les produits, et en même temps par rapport à votre propre planning. Et il peut être intéressant de temps en temps de retarder, de poursuivre la réalisation, mais de ne pas communiquer sur cette réalisation, parce qu'il est peut-être opportun d'attendre 2 mois ou un mois que la communication que vous fassiez soit, on va dire, en parallèle de quelque chose de plus grand, donc sur lequel vous allez pouvoir surfer. Voilà. Je ne sais pas si je suis super clair, mais bon, on va le voir encore un peu plus loin. Donc, si on veut avoir une véritable stratégie de communication, alors je regarde la question. Ah oui, c'était un merci. Alors, dans la stratégie de communication, il y a plein de choses. Il y a le benchmark de l'existant, d'où je pars avant de communiquer. Il faut avoir cette notion de concept créatif. Alors, la notion de concept créatif, c'est finalement, c'est un petit peu comme quand on crée de la pub. On est finalement en train de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on essaye d'atteindre. D'ailleurs, la publicité peut être un axe de cette stratégie de communication. Après, c'est excessivement cher. Les différents médias dont on peut disposer, ça va être la télé, ça va être la radio, ça peut être de la radio locale, ça peut être de la presse écrite, ça peut être les réseaux sociaux étant les moins chers, ça peut être des salons, en participant à des salons. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, il faut réussir à se créer ce concept créatif qui va vous permettre finalement de vous différencier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre, par exemple, d'avoir une communication sans à un moment donné avoir un logo ou avoir quelque chose qui va vous différencier entre guillemets ou qui va faire que d'un point de vue sûr à 100%, quand je vois cette communication, je me rappelle du produit ou de la solution dont on parle. Donc, il faut avoir un branding, entre parenthèses, important. Et puis, le concept créatif, il est associé à votre volonté de communiquer. Je ne sais pas si à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, il y a des sujets autour des Jeux Olympiques, votre concept créatif va peut-être s'axer soit dans la veine de l'événement en question. Là, on a Roland-Garros qui vient de se terminer. Roland-Garros, c'est une activité sportive aussi. Il peut y avoir quelque chose, un produit, un service que vous faites qui aurait pu surfer dessus. Et donc, à un moment donné, dans ce concept créatif, vous allez essayer d'imaginer un peu votre façon de communiquer. Si vous faites de l'écrit à travers les réseaux sociaux ou des articles, ou si vous avez besoin d'avoir un visuel particulier, typiquement, est-ce que le visuel, ça va être un dessin? Est-ce que ça va être une photo? Est-ce que ça va être… qu'est-ce qui va faire que, de façon quasiment certaine, quand on voit votre communication, on va la rattacher à votre solution, votre marque? Alors, j'ai encore une question. Est-ce que certains canaux ne sont pas dépassés en 2023 et trop chers en termes de rapport prix-efficacité? Alors, si, je vous rejoins complètement. Je pense qu'à un moment donné, là encore, la difficulté, c'est de la rapprocher de votre cible.
Je pense que si on se dit, tiens, imaginons je fasse des produits de gérontologie, communiquer sur TikTok, ça va me servir à rien. Donc, en termes de cible, je n'ai pas la bonne solution. A contrario, peut-être que rédiger un article dans un journal pour personnes retraitées, bah, ça peut peut-être être plus efficace d'un point de vue efficacité. Et peut-être que du coup, les réseaux sociaux ne sont pas la bonne solution. Donc, il faut faire attention, hein, parce que là, on parle de communication digitale, mais la communication digitale, elle est complémentaire de la communication écrite, publicité, radio, etc. Donc, voilà. Donc, forcément, il faut pondérer le fait de faire beaucoup de communication digitale par rapport à cette cible qui, si elle n'est pas une cible qui a de l'appétence au numérique, on va tomber complètement à côté. Donc, on va dire que dans la stratégie de communication digitale, on va cibler plutôt une population utilisateur, en tout cas, d'Internet, ça c'est sûr. Alors, encore une petite question. Non, non, allez-y. Au contraire, hein, je pense que toutes les questions que vous faites, elles enrichissent en fait l'échange. Hein, donc, n'hésitez vraiment pas à continuer sur ce mode-là. Moi, ça me va bien de pouvoir répondre en live. En plus, on est là pour échanger. Hein. Oui, l'objectif, en plus, on est en petit nombre, donc Ouais. autant que l'atelier soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ou Ouais. même à réagir. Enfin, je crois que votre micro marche, donc vous pouvez même l'ajouter sans pour autant passer par le chat si vous le souhaitez. Ouais, sans Oui, oui, souci, c'était surtout on est en petit comité. pas couper, pour pas couper la présentation, en fait, que je me permettais de poser les questions directement dans le chat. Ouais, mais vraiment, n'hésitez pas, parce que globalement, ma présentation, elle est, on va dire, c'est dans l'absolu, voilà tout ce qu'on devrait faire et ce qu'on pourrait faire. Après, en fonction des situations et des cibles que l'on a, forcément, il faut pondérer, parce que quand on va parler de communication digitale, c'est tellement varié le nombre de solutions sur lesquelles vous pouvez développer ou travailler entre des solutions numériques qu'on développe, des produits, des services, et puis après la cible que l'on essaye de toucher. Forcément, il va y avoir des situations différentes. Par exemple, dans les actions de communication, les salons, si vous êtes dans un domaine dans lequel il existe un salon ou plusieurs salons dans l'année qui soient potentiellement pertinents, ça peut être un bon moyen d'y aller. Et vous avez deux options quand on va parler de salon en termes de communication. Vous avez une option qui est de dire, moi, je suis suffisamment mature pour avoir un stand et communiquer sur le fait que je serai présent à tel salon, n'hésitez pas à venir me voir, etc. Et à faire de la com sur les réseaux sociaux sur cette thématique-là. La deuxième option, c'est de se dire, je vais profiter du salon pour arriver avec des flyers papier et aller faire mon petit tour des popotes pour aller voir éventuellement des solutions existantes, faire un peu de veille, éventuellement engager des conversations avec de potentiels partenaires. Enfin, ça peut être aussi un moyen d'exploiter les salons par rapport à un domaine donné. Alors, je regarde, il y a une dernière question. Alors, qu'est-ce qu'un benchmark de l'existant? Le benchmark de l'existant, c'est une évaluation, entre guillemets, de ce que vous faites à date. Parce que peut-être que dans votre structure, vous communiquez déjà, vous avez peut-être déjà une communauté. Vous avez peut-être déjà des gens qui sont abonnés à une newsletter. Vous avez peut-être des gens… Donc, je pense que quand on essaye d'établir une stratégie, il faut voir de quel endroit on part. Parce que peut-être que vous avez déjà réussi à fidéliser du monde. Et donc, si vous avez déjà réussi à fidéliser du monde, il faut regarder par rapport à votre stratégie. Vous avez deux accès, c'est comment je vais recruter davantage de monde, peut-être dans des canaux que je n'avais pas utilisés jusqu'à présent, et comment je vais poursuivre la fidélisation des gens qui ont déjà de l'appétence sur ma solution. Donc, il ne faut pas se dire, je pars de la feuille blanche quand on fait une stratégie. Il faut vraiment se dire, c'est quoi mon existant à date? Et peut-être que l'existant à date, c'est simplement, j'ai rencontré plusieurs contacts, je leur ai donné ma carte de visite et donc je suis capable de les contacter. Ça peut être un benchmark. Hein. Le fait de dire, moi aujourd'hui, communication digitale, c'est zéro. Je fais 1 ou 2 messages de temps en temps sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur d'autres réseaux, mais c'est tout. Et finalement, qu'est-ce que j'ai atteint comme résultat? Ça, c'est le benchmark de l'existant.
Quand vous allez parler de communication digitale, il faut aussi vous dire finalement de quoi j'ai besoin en termes d'assets. Alors les assets, hein, ça va être les images, peut-être une accroche particulière, peut-être une vidéo, peut-être un témoignage client. Donc, de quoi je dispose comme support de communication. Et si je n'en ai pas, de quoi j'ai besoin pour atteindre ma cible. J'ai prévu de faire une communication sur LinkedIn. Est-ce que je fais une communication en mettant juste une photo? Est-ce que je vais faire un petit GIF animé qui sera peut-être plus impactant? Est-ce que je fais carrément une vidéo? C'est quoi mon objectif hein, en termes de communication? Et donc, forcément, avant de communiquer, il va falloir les créer, ces contenus. Et donc, ces contenus peuvent nécessiter d'y passer du temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne sais pas, vous avez prévu d'aller sur un salon, peut-être qu'aller sur le salon, ça veut dire prendre une photo, peut-être un selfie de quelques contacts que vous avez rencontrés. Ça vous permettra de communiquer à travers ces selfies, à travers les photos que vous aurez prises. Ce sera autant d'éléments qui vous permettront d'accompagner votre communication. Alors après, il y a le planning de votre campagne si vous êtes dans un mode campagne, c'est-à-dire à un moment donné, on a plusieurs choix quand on veut faire de la communication digitale. Choix numéro 1, j'ai une communication régulière qui est établie, mais je ne fais pas de choses particulières pendant cette phase, c'est-à-dire finalement, c'est du business as usual, c'est-à-dire très régulièrement, j'envoie de la com pour informer le public et les communautés et les gens qui sont inscrits à mon réseau social de l'évolution de ma solution. Maintenant, vous pouvez très bien vous dire à un moment donné, non, là j'ai besoin réellement de créer une véritable campagne de recrutement. Et donc, si vous créez une campagne de recrutement, il va falloir phaser la communication avec quelque chose d'évolutif. C'est-à-dire le fait de dire, vous n'allez pas juste communiquer une information, il faut donner envie aux gens d'aller voir le nouvel épisode. Vous allez sortir quelque chose, et puis chaque semaine, ou chaque 3 jours, vous allez recommuniquer quelque chose de complémentaire. Et donc, c'est le fait de multiplier cette communication et de donner envie aux gens d'en savoir un peu plus à chaque fois qui va accrocher en fait un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est voilà. Après, quand vous faites une campagne de communication, vous pouvez être amené aussi à faire des campagnes dans lesquelles vous allez devoir acheter des mots-clés. Ces mots-clés étant les mots-clés sur lesquels, si ces mots-clés sont utilisés dans les moteurs de recherche, vont vous permettre de gagner en visibilité. Alors après, avec le bémol que l'achat de mots-clés, ça coûte cher, que typiquement, il faut vraiment être dans une phase où on veut faire un recrutement massif, parce que si c'est pour gagner 10 clients, c'est peut-être pas l'objectif, c'est peut-être pas une bonne idée d'acheter des mots-clés dans ces conditions. A contrario, si à un moment donné, on est dans on a sorti une solution où on a un truc où on se dit on a vraiment un différenciateur et ça peut intéresser un public très très large, là, ça vaut peut-être le coup. Donc voilà, c'est toujours à pondérer. Et donc du coup, après, j'en viens au sujet, forcément, quand on va communiquer, on va se donner un budget. Ça peut être un budget interne, hein. Ça peut être je dois payer un stagiaire ou je dois payer quelqu'un, un community manager pour communiquer, donc il faut que j'ai prévu le budget pour le faire. Ça peut être éventuellement de se dire, je n'ai pas les ressources en interne, mais par contre, je vais m'appuyer sur une agence spécialisée en communication, en marketing, pour m'aider à faire cette communication, mais du coup, il va falloir les payer. Qu'est-ce que je prévois en termes d'achat de mots-clés et ce budget, quel impact il va avoir? Parce qu'il faut se dire, là, je mets de l'argent sur la table, j'aimerais bien avoir un retour sur investissement qui soit, entre guillemets, payant. Et donc, c'est toujours ça que l'on va se dire. J'ai certes besoin d'identifier le budget associé à cette communication, donc jusqu'où je veux aller, et après, à se dire, finalement, comment je vais ventiler ce budget. Voilà. Et donc, si je veux essayer de mesurer l'impact, forcément, je vais être dans une étape dans laquelle il va falloir que je définisse en fait des KPI, hein, donc des mesures de résultats d'efficacité. Je cherche, par exemple, à avoir davantage d'abonnés sur LinkedIn à ma marque. Typiquement, je lance la campagne, je regarde avant la campagne combien j'ai d'abonnés, je lance la campagne, je regarde derrière combien d'abonnés supplémentaires sont venus. Typiquement, ça peut être un élément important de mesure. Alors oui, sur les salons, Namir. Oui, en fait, je me permets, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, j'ai un projet de créer une entreprise dans la cyclo-logistique.
Donc, en fait, Ouais, dernier kilomètre en fait, c'est une société de transport, ouais, mais c'est la livraison, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la livraison du dernier kilomètre, donc ouais, directement au client final en vélo cargo. Et en ouais, fait, si vous voulez, la fin du mois, il y a un gros salon, bon, pas spécial vélo cargo, mais on va dire vélo en termes général, donc qui se situe à Francfort. ouais, Et donc, comment savoir si un salon au final est pertinent? Parce que moi, j'habite à Lyon, donc je me dis, est-ce que j'y vais pas? Et savoir si c'est vraiment nécessaire ou si au final c'est un salon, c'est vrai que c'est un gros salon, mais vu que je suis pas encore créé, vu que c'est pas encore développé, est-ce que finalement, est-ce que ce serait pas mieux de reporter ça à l'année prochaine ou dans 2 ans, ouais. une fois Là, que la structure est plus il y a développée? pardon, il y a quelque chose d'important par rapport à ces salons, c'est se dire quel public vient à ce salon. Ça, c'est important de savoir qui vient. Parce que si c'est un salon, on va dire, dédié à ce dernier kilomètre, bah, ça vaut peut-être le coup de se montrer par rapport à d'autres concurrents, mais est-ce que c'est un salon ayant suffisamment de visibilité par rapport en fait à la cible que vous avez? Parce que quand vous allez développer cette solution, est-ce que votre cible au départ, finalement, c'est de se dire on veut se développer sur une ville et puis après on en fera peut-être 2, 3, 4, 5 et puis quand ça va bien marcher, bah là on aura une offre un peu plus importante. Auquel cas, les acteurs que vous cherchez à développer, c'est plutôt des acteurs locaux. Et ce n'est pas ces acteurs locaux qui vont aller dans un salon à Francfort, à mon avis. C'est plutôt des actions locales qui pourraient être intéressantes. C'est-à-dire, je ne sais pas, imaginons qu'on soit à Paris et qu'on se dise, moi, je veux valoriser mon offre pour des clients parisiens. Bah, peut-être que l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné dans Paris, un moment où j'ai moyen d'être vu d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, c'est-à-dire, je pense qu'avant de regarder très grand, je dirais par exemple à une petite TPE, aller se faire un déplacement dans un très très gros salon où on va avoir d'énormes acteurs qui vont truster le truc. Je ne suis pas certain que ça ait vraiment un impact très fort. Donc je dirais, si c'est que les frais de déplacement et que le prix du salon est pas cher, bon, pourquoi pas, et encore. Si c'est mettre de l'argent sur une participation à un salon européen avant même d'avoir déjà une offre développée localement dans quelques villes pour montrer en fait que la société elle est intéressante, pérenne, etc. Un client, il va s'engager à partir du moment où il en voit d'autres intéressés par la solution. Donc, la première problématique, c'est comment on atteint les premiers clients. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est ça. Après, je pense que, enfin, j'avais déjà une petite idée, mais vous faites que confirmer, on va dire, mon idée. Voilà, la solution n'est pas encore développée. Ça sert à rien d'aller à Francfort. Après, c'est juste par curiosité, mais ça fait un peu. Voilà, je pense que Oui, c'est mieux de reporter après le. je pense qu'il y a deux choses sur les salons, hein. Il y a participer à un salon en tant que, on va dire, je vais me promener, ou participer à un salon en tant qu'exposant. Ça n'a rien à voir. Si j'y vais simplement par curiosité, pour voir à quoi ça ressemble, éventuellement regarder des solutions qui pourraient être développées dans d'autres pays, qui permettraient d'alimenter votre réflexion, parce qu'il manque peut-être encore des choses dans votre idée de développement, pourquoi pas? Et là, ça coûte le prix d'un billet et puis le prix de la participation au salon si c'est une entrée payante. Mais là, vous y allez juste pour à la fois découvrir le domaine et puis vous faire une idée de la compétition, de la concurrence ou des solutions développées ailleurs. Euh, Participer à un salon, ça veut dire se dire que les gens qui vont venir à votre stand sont des potentiels acheteurs de votre solution. Et donc là, aller dans un salon européen alors qu'on n'a pas développé d'offre locale, c'est un peu compliqué, je dirais. Vous voyez? Donc, je ne dirais pas ne pas y aller, mais je dirais si vous y alliez, il faut y aller en curieux. Après, voilà, ça coûte le prix d'un déplacement. Il faut voir si ce déplacement vaut le coup par rapport à l'investissement que vous allez mettre, au temps que vous allez y passer, etc., etc. Ouais. Oui, par curiosité, c'est toujours intéressant. Alors après, faites-vous aussi une idée, parce qu'il y a certains salons qui sont organisés. Ces salons, il peut être intéressant de se dire,
bah, je vais déjà regarder dans le site internet du salon ce qui est présenté, proposé, etc., sans forcément avoir besoin de vous déplacer, hein. Ça peut être ça aussi, parce que souvent, dans un salon, vous allez avoir la liste des exposants. Vous pouvez assez facilement sur Internet aller voir les différents exposants sur leur site Internet et regarder comment ils communiquent, ce qu'ils communiquent, etc. Ça vous économise le prix d'un billet de déplacement, hein. Donc, de temps en temps, se dire je ne vais pas au salon, mais par contre, je bloque 1 ou 2 journées pour passer du temps à aller regarder ce qui se fait et à m'inspirer de ce qui se fait pour éventuellement enrichir mon offre, ça, c'est une super idée. C'est un peu ce qu'on appelait veille tout à l'heure, hein. C'est un peu de la veille sur le domaine dans lequel vous êtes. Voilà. Alors, hop. Oui, on se rejoint. Je pense qu'effectivement. Les objectifs. Les objectifs, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a plein d'objectifs possibles. J'en ai mis quelques-uns, hein. Gagner en visibilité, ça c'est important. À un moment donné, il faut donner l'envie à des clients potentiellement de vous contacter pour essayer de comprendre ce que vous proposez. Et pour pouvoir répondre à ces besoins, il faut obligatoirement que de votre côté, vous ayez créé un support qui présente votre solution. Ça peut être un PDF avec 4 pages ou 5 pages qui présente de façon macro votre solution, proprement, sans faute d'orthographe si possible. Enfin, je dis des bêtises, hein, mais j'ai vu des gens qui distribuaient des plaquettes où on se disait, bah, la plaquette, le gars, il a dû faire ça sur un coin de table, ils n'ont pas dû s'y mettre à plusieurs, ça ne fait pas très professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la partie gagnant en visibilité, il faut être capable de se dire, si un client vient me voir, qu'est-ce que je vais lui donner comme support? Parce que ce support, il va l'avoir physiquement ou on va lui communiquer électroniquement le support. Et en fait, ce support, ça lui permettra à un moment donné de se dire « Ah oui, cette solution m'intéresse, je vais la mettre à un endroit. » Et s'il retombe dessus, c'est potentiellement encore une façon de le recontacter. Enfin, en tout cas, c'est lui qui vous recontactera. Si l'objectif, c'est de créer une communauté, il faut se donner les critères de cette communauté. Quand je dis les critères de la communauté, c'est quoi la cible en termes d'âge, en termes de population, en termes de secteur d'activité, donc il faut essayer de se dire, et si j'avais déjà cette communauté, ça serait quoi aujourd'hui? Donc, on se met dans la situation que la communauté existe et on se la décrit. Et après, quand on se la sera bien décrite, en se disant, moi, j'ai besoin de tel et tel et tel et tel type de personnes dans ma communauté, eh ben, il faut regarder comment on va atteindre cette cible. De temps en temps, il peut arriver des situations dans lesquelles on n'a pas besoin d'une communauté, mais de plusieurs communautés. Je vais donner un exemple. J'ai besoin à un moment donné de créer une communauté qui vont être des utilisateurs de ma solution. Et donc, ils ont besoin potentiellement d'échanger entre eux sur leurs usages de ma solution, sur des trucs qu'ils rêveraient d'avoir dans la solution qu'ils ont achetée. Donc, c'est presque une communauté d'acheteurs et de gens qui sont déjà convaincus. Et peut-être qu'on a besoin de créer une communauté liée en fait à des futurs potentiels acheteurs. Ce n'est pas les mêmes. Quelqu'un qui est en train de réfléchir à finalement une solution avant de l'avoir sélectionnée, ce n'est pas forcément la même communauté que celle qui est déjà utilisatrice de la solution. Alors attention, hein, de temps en temps, il faut que ça soit la même, parce que les utilisateurs sont des gens qui vont communiquer positivement sur la solution et qui peuvent donner envie à d'autres d'acheter. Donc, ça dépend vraiment de la stratégie qu'on a. Mais de temps en temps, il faut se poser la question, est-ce que c'est une communauté ou est-ce que c'est plusieurs communautés? C'est juste ça que je voulais citer. Est-ce que l'objectif, c'est d'attirer de nouveaux consommateurs? Donc, est-ce qu'ils vont avoir besoin d'informations particulières sur le produit, la solution, son évolution, son planning de déploiement, à quel endroit la solution va fonctionner? Là, si par exemple on parle du dernier kilomètre, bah, est-ce que ça va être lancé dans une ville particulière ou dans une région particulière? Est-ce que c'est une région sur laquelle, en définitive, il n'y a pas encore beaucoup de concurrence ou pas? Enfin, là, c'est des questions à se poser. Est-ce qu'on a comme objectif finalement de trouver des investisseurs? Donc, on a envie de donner envie aux gens en disant, bah, regardez, moi j'ai un truc qui tourne déjà,
avec X, je sais pas, je vais prendre l'exemple en fait d'une société avec laquelle j'ai échangé récemment. Et il me disait, bah oui, aujourd'hui, on a 3 camions sur le terrain. Nous, notre objectif, c'est d'en avoir une dizaine à la fin de l'année et peut-être une cinquantaine dans 3 ans. Et donc, ils ont besoin à un moment donné d'avoir des investisseurs qui voient le business plan que l'on a fait et se disent, bah oui, ça vaut le coup parce que la solution, elle risque de se déployer, elle risque de marcher. Et donc, c'est des gens qui vont vous apporter du cash pour que vous soyez capable finalement d'investir. Après, ça va être quoi la monnaie d'échange? Enfin, c'est ça qui est important, c'est investisseur, ok, mais il faut rester potentiellement maître de son entreprise. Donc voilà, c'est comment je pondère cette partie-là. Le fait d'informer aussi le marché quand il y a une nouvelle solution. Donc à un moment donné, on a des utilisateurs. C'est pas anecdotique le fait que quand on vend une solution, on dise aux gens bah, enregistrez-vous chez nous pour le support. Certes, ça peut être du support lié à la solution achetée, mais c'est surtout un moyen de pouvoir informer ces acheteurs d'une nouvelle solution qui sort avec des choses nouvelles qui sont sorties, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles solutions. Et donc, quelque part, ça peut donner envie à ces anciens clients d'acheter la nouveauté, entre guillemets. Et puis, ça peut être de trouver des partenaires. Comme je le dis, à plusieurs, on est mieux. Même sur une solution du transport 0 km, peut-être de se dire, ben, il y a peut-être des solutions, mais qui aujourd'hui ne couvrent pas telle ou telle région ou ne sont pas très digitalisées. On va leur apporter cette digitalisation que nous, on va gérer dans notre entreprise. Et donc, peut-être que ben, on va aller voir des partenaires qui n'ont pas cette appétence-là en leur disant, écoutez, moi, je vous propose de vous apporter la plateforme digitale, mais en complément, ça nous permet d'avoir une couverture plus large du secteur que l'on couvre. Et donc, ça permettra peut-être, grâce à un secteur plus important que l'on couvre, peut-être d'aller trouver des investisseurs qui ne seraient pas venus s'il y avait eu qu'une société qui couvre une toute petite zone géographique. Vous voyez, il peut y avoir envie d'une expansion, mais à plusieurs, pour gagner en crédibilité par rapport à ces investisseurs. Alors, quelle est votre cible? Est-ce que c'est vos clients habituels? Est-ce que c'est des prospects que vous avez déjà commencé à collecter à travers un salon, à travers une campagne sur Internet, etc. Est-ce que c'est une industrie particulière? Est-ce que c'est un métier particulier? Voilà. Est-ce que c'est des investisseurs? Vraiment, c'est qui? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et puis, le benchmark, c'est qui les concurrents? C'est quoi l'ensemble des solutions qui existent? Comment votre solution elle va se démarquer? Et puis les axes de communication. Ouais, question sur les investisseurs et partenaires. Ouais, Namir. Oui, en fait, tout à l'heure, vous disiez, voilà, c'est bien voilà, quand on veut grandir justement des potentiels investisseurs et ne pas enfin, faire attention à être resté, on va dire, maître ouais. à bord de son entreprise. Après ça, en fait, vous restez maître à bord tout en avec ce que vous négociez au final, soit un pourcentage, soit comment Ouais, on fait au final pour pas que ça s'emballe. en fait, c'est toujours la même chose. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission qui passe à la télé justement sur des investisseurs qui Oui, sur la sont 6. ouais, sur la 6. Ouais. Typiquement, c'est ça le sujet. C'est à un moment donné combien d'argent ils vont mettre sur la table ou quel apport ce partenaire va avoir par rapport à l'entreprise que l'on a. Et donc après, c'est une négociation. La plupart du temps, c'est OK, je te donne ça, mais tu me donnes ça. Et donc, il faut que ça soit un échange équilibré. Il faut jamais, dans une relation de partenariat, ça c'est super important, il faut que tout le monde soit content par rapport au résultat. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui se sente lésé par rapport à l'échange. Et donc, telle boîte va gagner ça, telle autre va gagner ça. Et hop, on deal. Et on deal parce que chacun est gagnant. Si on part en se disant attends, je vais négocier durement et moi, je vais être gagnant dans l'affaire et l'autre va être perdant, à un moment donné, ce ne sera plus un partenaire. Donc, soit il va se désengager, soit il ne va pas être motivé, il ne va pas avancer comme vous le voulez. Donc, il faut avoir cette notion d'équilibre, entre guillemets, dans ce partenariat. Après, forcément, ça peut être un équilibre qui va être fonction de la taille de vos structures. Si vous allez négocier avec Darty pour gérer le dernier kilomètre de l'ensemble de leur point de vente, quand on voit la taille de la structure par rapport à ce que vous êtes en train de monter, bah forcément, vous n'avez quasi pas de poids. A contrario, si vous êtes sur un acteur
qui a eu déjà une petite présence régionale, mais qui va être à peu près équilibrée par rapport à qui vous êtes, bah là, c'est un petit peu différent. Vous pouvez travailler de égal à égal, entre guillemets. Et donc, après, ça peut être un deal qui n'est pas forcément même un deal financier, hein. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, un accord de partenariat dans lequel telle structure va amener ça sur la table, telle autre structure va amener ça. Vous voyez? Et vous déconseillez justement de faire, comme vous disiez, des deals avec des beaucoup plus grosses structures que la nôtre quand on démarre Non, je ne déconseille pas forcément, mais après, il faut voir que quelque part, vous avez beaucoup moins de poids. Et quand vous allez échanger avec une très, très grosse structure, vous êtes dans un modèle dans lequel finalement, vous êtes un fournisseur parmi X milliers, quoi. Je veux dire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être la personne qui va gérer le 0 km pour une très grande marque, hein. Ce n'est pas ça que je dis, hein. Je dis simplement qu'on n'est plus dans une relation, entre guillemets, de partenariat au sens où je l'entendais tout à l'heure. C'est-à-dire, là, la grosse structure, prenons le cas de Darty, la grosse structure, elle vous amène finalement du business. Et puis, elle va vous dire, moi, je vous amène ce business, mais par contre, en termes de prix, il faut me réduire tel pourcentage de ce que vous avez prévu, parce que moi, je n'achète pas à tel prix, j'achète à tel autre. C'est plus une relation de client-fournisseur dans ce cas de figure, et moins une relation de partenaire. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça. C'est ça, parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, justement, dans le monde du transport, bon, je parle du vélo cargo, mais c'est un peu dans le Ouais. monde du transport en général. Par exemple, il y a Amazon, au final, qui fait des très gros volumes. Ah Vous oui. avez aussi des GMS, donc tout ce qui va être Carrefour, Auchan. Si vous arrivez un petit peu en retard, au final, vous n'êtes pas dans leur créneau déjà établi, donc vous avez des pénalités. Et au final, vous payez même, enfin, vous payez pour travailler avec eux. Ouais, non, mais c'est ça le problème. Et Vous, donc, vous seriez ça devient un plus problème. efficace, vous seriez plus efficace à aller voir des petites structures, des petites boutiques, des petits magasins, ou à proposer peut-être à ces structures de ces tailles-là une solution de livraison facile, plutôt que de le faire sur des très gros qui ont déjà un peu la solution chez eux, quoi. Euh, Si vous allez voir, je sais pas, imaginons que vous mettiez en place un portail en disant, bah voilà, nous, on fait le 0 km pour les points de vente en centre-ville. Voilà, je sais pas, vous êtes fleuriste, vous êtes détaillant, vous êtes quincaillier, vous êtes, je sais pas, eh ben, venez vous enregistrer sur notre plateforme et nous, on vous fera le 0 km pour gérer le transport et vous permettre de disposer peut-être d'une solution e-commerce avec transport intégré grâce à nos solutions de vélo cargo. C'est un petit peu différent de, bah oui, bonjour monsieur Amazon, moi j'ai des vélos cargo, je peux couvrir telle zone géographique, et puis le gars va vous dire, OK, bah, vous me donnez tant, et puis moi, je ne vous paye pas plus de temps parce que de toute façon, c'est le prix du marché aujourd'hui. Enfin, c'est le prix du marché que lui a établi, parce qu'il est capable aujourd'hui de trouver des gens qui le font à tel prix. Mais ce n'est peut-être pas un bon, entre guillemets, partenaire pour vous développer. C'est exactement ça aujourd'hui. Mais moi, je me suis plus concentré voilà, sur des boutiques de centre-ville voilà, Ouais, dans ce qui se passe actuellement. Beaucoup plus de personnes sont sensibles aussi à ça, de consommer français, de consommer ouais, local, au lieu de faire du volume. Et au final, comme vous disiez précédemment, on est un parmi tant d'autres. Au final, c'est lui qui gère un peu la société et on n'est plus du tout perte de motivation. Enfin, tout s'ensuit après. Donc, c'est pas forcément ce que je souhaite développer, mais voilà, pour des grosses structures, comme vous disiez, on est plus dans une relation client-fournisseur parce que c'est lui qui nous ramène du fret plutôt ouais. que partenaire et investisseur, enfin, ce que vous expliquez. Ouais, exactement. Mais après, par exemple, à un moment donné, si vous allez quand vous n'avez pas encore monté la structure et que vous allez commencer à voir les commerçants vont dire, OK, mais finalement, vous disposez d'une flotte de combien de véhicules, c'est quoi votre plan, machin, etc. Forcément, si vous démarrez à zéro, c'est compliqué. Alors que si à un moment donné, vous dites, bah, tiens, il y a un partenaire là, ils font déjà un petit peu ça, on pourrait très bien dealer ensemble pour que d'un seul coup, moi j'ai prévu d'avoir X vélos et lui il en a déjà tant, c'est à peu près équilibré, on serait dans des zones complémentaires, etc. Là, ça peut valoir le coup d'aller voir cette société en leur disant, bah voilà,
moi, je suis en train de monter cette structure, je vous apporte des clients et peut-être une solution digitale pour recruter ces clients. Et vous, vous avez déjà une flotte, peut-être que ça peut être intéressant de voir comment on peut travailler ensemble. Et là, on est sur une relation de partenariat dans lequel on regarde ce que chacun peut apporter et si c'est complémentaire. Si c'est vraiment concurrent, ça ne marchera pas. Mais si ça peut être complémentaire à un moment donné parce que vous ne vous marchez pas sur les plates-bandes et parce que peut-être que lui, peut-être qu'il avait ciblé un type de magasin particulier, mais pas d'autres, et vous, à contrario, vous avez ciblé d'autres typologies de magasins, bah, peut-être que la somme des deux fait que vous êtes plus fort à deux. Vous voyez, ça peut éventuellement être une idée. Exactement ça. Et tout à l'heure, vous parliez du territoire, justement, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, on va dire, des futurs concurrents potentiels, mais Ouais. eux qui œuvrent justement sur le centre de Lyon. Et c'était attentif à mon discours, parce qu'en fait, moi, si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes de Lyon même. Non, moi, je suis sur Paris, en fait. D'accord. Et Je ben, connais en bien fait, Lyon, mais d'accord, on va dire que donc moi, je compte en fait développer mon activité pour commencer sur Saint-Priest. ouais. Donc, c'est à quoi? C'est à 10, on va dire 10 kilomètres Ouais, c'est ça. de Lyon. Et justement, il n'y a pas forcément de. Ils y vont, en fait, si vous voulez, les sociétés de vélo cargo, mais beaucoup sont concentrés Sur le centre. Ouais, sur le ouais. centre de Lyon même. Donc, ils étaient attentifs justement à mon discours, justement. Et ils me disaient pourquoi pas, comme vous disiez, un partenariat entre Ouais. certaines courses qui ne feraient pas au final sur Saint-Priest et les villes limitrophes. Oui, parce qu'eux vont avoir besoin d'efficacité. Dans la mesure où on est sur du vélo cargo, ils ont besoin quand même de couvrir une zone qui est limitée parce que sans ça, leur livreur, ce serait trop fatigant pour eux d'aller trop loin. A contrario, si vous, à un moment donné, vous êtes en capacité d'aller plus loin et de couvrir cette zone-là, ben super, ça fait un bon axe de complémentarité. Hmm. Exactement ça. Après, je pense que ce qui est important quand vous faites des partenariats, c'est aussi de voir votre différenciation. Parce que si vous calquez votre solution sur exactement celle de votre partenaire, ça peut être une piste, mais c'est toujours bien de se dire, OK, c'est quoi le coup d'après? Parce qu'imaginons que je signe ce partenariat en disant, OK, je couvre la zone de Saint-Priest et super, donc j'ai déjà potentiellement des clients qui me seront apportés par ce partenaire sur cette zone-là. C'est bien, OK, mais comment moi derrière je vais développer ma société? Est-ce que j'ai envie d'ailleurs de la développer, hein? Il peut y avoir des structures qui disent non, mais moi je veux rester très régional, petit, j'ai pas envie d'aller plus loin. Mais d'autres vont se dire, OK, moi, je veux quand même, mon rêve, c'est quand même de développer ma société pour qu'il y en ait davantage et qu'on soit capable de livrer davantage de clients. Et donc après, il faut bien se dire que quand on signe un partenariat, OK, mais c'est quoi ma prochaine étape? Comment je me vois dans 3 ans? Comment je me vois dans 4 ans? Et ça, c'est important aussi de se projeter. Parce que si dans le partenariat nous enferme, entre guillemets, dans un document que l'on a signé qui nous empêche de nous développer dans telle zone ou autre, bah, ça peut être un frein potentiel. Mais ça peut être aussi un choix. Donc, il faut pondérer aussi cette partie-là. Parce qu'en fait, quand vous signez un partenariat, il y a des clauses, il y a une durée Oui, qui est de 1 ou 5 ans. Enfin, je pose des questions parce que je ne sais pas ouais. forcément comment ça Oui, se alors fait. dans un contrat de partenariat, il faut s'assurer que ce n'est pas à durée illimitée, hein. De toute façon, je crois que contractuellement parlant, ça ne peut pas être à durée illimitée. Mais il faut que dans le partenariat que l'on signe, on définisse très clairement les limites du partenariat, la durée du partenariat, qu'est-ce que va faire tel acteur et qu'est-ce que va faire le deuxième acteur. Souvent, dans un contrat de partenariat, c'est un contrat bipartite, hein. Donc, qu'est-ce qui est amené par le premier acteur? Qu'est-ce qui est amené par le deuxième acteur? C'est quoi la limite du partenariat? Est-ce qu'il y a une tacite reconduction de ce partenariat? C'est-à-dire, on peut très bien dire le partenariat, il est valide pour X années, 2 ans, 3 ans, peu importe. C'est contractuel, donc on définit ensemble la durée. Et après, on peut très bien mettre une clause en disant il y a une tacite reconduction, et si on ne veut pas de tacite reconduction, une simple lettre recommandée à l'autre acteur permet de se désengager tant qu'on a prévenu, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois, 6 mois avant. Ah, donc, on définit ce que l'on met chacun sur la table, la durée, et comment on se sépare si on a besoin de se séparer. C'est ça qu'on va mettre dans le contrat. Ce type de contrat, généralement, voilà, ça se fait entre les deux sociétés ou ça Oui, va plus haut des actes, enfin, je dis ça comme ça, hein,
avec des avocats, acte notarial, ou c'est juste entre les deux? Non, on peut le faire juste entre les deux sociétés. On peut aussi faire appel à un juriste si on souhaite s'assurer que l'ensemble des clauses est bien carré et qu'on ne prend pas trop de risques. Donc, on peut très bien, et c'est bien pour ça que dans les grandes entreprises, on a des juristes qui sont là juste pour vérifier le niveau d'engagement que l'on a. Voilà, jusqu'où on va, parce qu'on peut, dans un contrat, sans s'en rendre compte, en fait, se couper la tête, hein. Donc, ça peut être bien de temps en temps, si le contrat commence à devenir un peu complexe, ça peut être bien de voir jusqu'où on va, quoi, hein. Donc, ça peut éventuellement être le fait de dire à un moment donné, on discute ensemble, on met sur un papier l'ensemble des éléments, et puis on va simplement prendre un rendez-vous dans un cabinet juridique en disant, est-ce que vous pouvez, voilà, est-ce qu'on peut décortiquer un peu le contrat pour voir s'il me paraît correct, cohérent, pas trop engageant, etc., etc. Voilà. Et surtout à peu près équitable, parce que c'est vrai que c'est Exactement. toujours compliqué de définir. C'est-à-dire que moi, je vous donne une pomme, vous me donnez une pêche pour un peu simplifier la chose, mais au final, il y en a bien un qui va, qui va gagner dans le change. Oui, mais non, en fait, parce que logiquement, sur un partenariat, on a cet équilibre qui fait que bah, voilà, on est content du deal, en fait. Et ce que je disais tout à l'heure, un partenariat qui part sur des bases où on a un vrai déséquilibre, parce que justement, il y a un des acteurs qui peut être par exemple plus fort. Imaginez que demain, vous signez un partenariat avec Amazon. Vous allez vous dire, super, je peux me développer. Oui, mais Amazon, il me casse le bras, il ne me paye pas, et si ça se trouve, je ne vais même pas pouvoir recruter et je vais peut-être faire tomber ma boîte simplement parce que j'ai signé ce contrat. On peut se dire, ben ouais, c'est pas un bon contrat, c'est pas équilibré. C'est un trop grand risque. Mais ça, c'est une évaluation que vous allez faire vous-même. Le fait de se dire finalement, est-ce que je veux être vraiment pieds et poings liés en fait avec un acteur comme Amazon, ou est-ce que je préfère aller voir des points de vente plus traditionnels, plus petits certes, mais qui vont moi me permettre de vivre et qui vont me permettre d'éviter que j'ai cette relation, on va dire, entre un géant d'un côté et puis un petit poids de l'autre, quoi. Vous voyez? Et donc, c'est là où on est plus, moi je dirais, on est moins dans une relation de partenariat dans ce cadre-là, même si ça s'appelle un contrat de partenariat, on est plutôt dans une relation de client-fournisseur, où on a le client, en l'occurrence Amazon, qui vous dit, bah, moi j'achète vos prestations, mais je ne les achète pas plus cher que ça, et si vous avez tel retard, bah, vous avez des pénalités, etc., etc. Donc là, ça devient plus une relation de partenariat pour moi. Voilà. Et Je c'est pour suis ça qu'il y a pas désolé, mal de… je vais devoir vous couper un peu Ah, parce que désolé. je vois que l'heure Désolé. tourne et on est un peu dérivé, mais c'est hyper intéressant en tout cas. Je vois par rapport au slide que j'avais, qu'il restait Non, mais on un… va s'arrêter à la première partie. Je vais finir la première partie. Là, j'en ai pour très peu de temps. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, quelles actions on va mettre en place, hein? Il peut y avoir plein d'actions aussi quand on fait de la campagne marketing. On peut utiliser des choses sur lesquelles on peut surfer. Une notion d'escape game, une notion voilà, de réseaux sociaux, on l'a dit, campagne de mail, salon, influenceurs. Il y a des gens qui vont aussi acheter de l'influence. Donc, on va demander à des influenceurs de tester des produits, de tester des marques. Il peut y avoir ça. Ou organiser des choses un peu sous une forme de jeu. Le côté ludique, en fait, attire du monde. Donc, ça peut éventuellement être aussi intéressant de partir dans cette direction-là. Ce que je disais tout à l'heure, quand on fait de la communication, alors quand on est une TPE, ça marche moins, mais quand on est une entreprise un petit peu plus développée, le fait que ce soit les employés de l'entreprise qui fassent de la communication, c'est beaucoup plus, on va dire, impactant que quand c'est l'entreprise elle-même qui communique. Ça, c'est des choses intéressantes. Et puis après, on a parlé déjà des moyens. Donc, dans les moyens, le budget, les partenaires, les moyens humains qu'on va mettre sur la table. Et le planning, on en a déjà parlé. Voilà. On va s'arrêter là. Je pense que je vais peut-être répondre aux questions. Il y avait pas mal d'autres slides sur le personal branding, des choses comme ça, mais ça pourra faire l'objet éventuellement d'une autre présentation. Oui, on pourra faire vraiment un atelier dédié à ça. En tout cas, merci beaucoup Philippe pour tout ce partage. Merci aussi Namir pour toutes ces questions hyper intéressantes et très pertinentes par rapport à l'atelier d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet qui est important et
Et c'est toujours, c'est toujours bénéfique d'avoir aussi des retours d'entrepreneurs pour montrer un peu quelles sont les problématiques sur le terrain. Et puis nous, c'est l'objectif de cet atelier, c'est aussi pour pouvoir vous apporter des solutions à ces problématiques. Exactement. Donc, je ne sais pas, Christophe, Florence et Namir, si jamais vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu, ou même voilà, des questions par rapport à votre propre activité sur lesquelles on pourrait essayer de vous apporter des éléments de réponse. Il y a Philippe, moi avec un peu moins de présentation. Florence, Christophe, c'est quoi vos activités à vous? Juste pour avoir une idée. Si vous pouvez prendre la parole. Christophe, par exemple? Ouais, j'ai vu que Christophe avait coupé son micro, mais hop, j'ai l'impression qu'il y a que ça ne fonctionne pas. Pardon. Et Florence, vous avez quoi comme type d'activité? Donc, elle est créatrice. Donc, Florence a écrit dans le chat. Ah oui, créatrice de bijoux, perles, fait main. OK. Donc là, typiquement, il peut y avoir de la communication. Alors sur la partie communication digitale, hein, ça peut être intéressant de finalement mettre en avant les différents bijoux que vous allez être amené à faire. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir peut-être, si on prend le cas de bijoux, par exemple, le fait à un moment donné de pouvoir utiliser les saisons pour surfer sur les bijoux utilisés, les couleurs, pour surfer peut-être sur des couleurs qui sont liées à une actualité. Je ne sais pas, je vais donner un exemple. Bon, c'est peut-être un petit peu mal trouvé, mais bon, prenons le cas d'Octobre Rose, par exemple, qui est un mois dans lequel on va parler du cancer. Peut-être que le rose, ça peut être une couleur appropriée en termes de communication sur des bijoux. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais je vous donne un exemple parce qu'il y a des saisons, des moments où effectivement… et après, le fait à un moment donné de mettre en avant ces différents bijoux à travers de la communication sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un intérêt, une importance. Après, sur cette notion de bijoux, je pense qu'il y a probablement des sites Internet qui peuvent exister aujourd'hui sur lesquels on peut éventuellement avoir un partenariat pour faire de la vente directement depuis un site e-commerce partenaire qui serait dans ce domaine-là. Ça peut être intéressant d'aller faire un petit peu de recherche sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et puis après, sur la création, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est aussi, si vous créez une communauté de gens intéressés, ce qui peut être intéressant, c'est du coup d'avoir une communication régulière. Parce que du coup, les gens se disent « Ah, tiens, demain, je sais que je vais avoir un message qui va me présenter un nouveau bijou, qui va me présenter un truc voilà, nouveau. » Et ça pourrait être, dans la communication qui est faite, ça pourrait être de dire « voilà, découvrez chaque semaine ou tous les 15 jours une nouveauté. N'hésitez pas, ça sera, je sais pas, le premier lundi à un moment donné, à un moment déterminé, à un moment où les gens vont avoir envie. J'ai eu une proposition de publicité sur Cosmopolitan, mais trop cher. Alors oui, ça, je déconseille de passer forcément, hein, c'est comme ça que vit la presse. Hein, la presse, ils essayent quelque part de vendre des espaces publicitaires, c'est comme ça qu'ils vivent. Hein. Donc, je pense que il est plus intéressant quelque part dans la publicité que vous allez faire de partir sur un site type LinkedIn, Twitter, etc., avec les bons mots-clés, et peut-être de vous abonner, entre guillemets, à des gens qui ont cette appétence. Donc, si vous allez sur les réseaux sociaux, je vais donner un exemple. Si on prend LinkedIn, peut-être que dans LinkedIn, vous pouvez faire une recherche sur bijoux, créateurs, ou sur des personnes on va dire, de la mode, des influenceurs potentiels qui aiment ce type de solution. Vous les demandez en invité sur LinkedIn. Peut-être que certains vont accepter, peut-être que d'autres n'accepteront pas, mais ça commence à vous créer une petite communauté. Alors, si vous n'utilisez pas LinkedIn, vous pouvez utiliser, par exemple, un peu de Twitter ou d'autres réseaux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez. Ou Facebook, si vous utilisez Facebook. Ouais, Instagram, TikTok, pour tout Instagram, ce qui est design, ça peut TikTok. être intéressant aussi. Ouais.
Facebook. Après, c'est comme ce dont Philippe a parlé tout à l'heure, c'est une question de cible. Donc, il y a à voir en fonction des bijoux que vous créez. Est-ce que vous ciblez plutôt des jeunes, on va dire entre 15 et 25 ans, ou plutôt des personnes voilà, au niveau de la trentaine? Donc ça va aussi se faire par rapport on va dire, aux tarifs que vous appliquez, aux matériaux que vous utilisez, aux valeurs que vous partagez à travers vos bijoux. Tout ça, voilà, c'est un peu la notion de persona, comment toucher votre public cible. Et du coup, derrière cette recherche va aussi être impacté les différents canaux canaux de communication. Mhm. Pour aller, on va dire, chercher, si jamais vous ciblez des professionnels, effectivement, LinkedIn sera plus approprié. Si vous cherchez à avoir plutôt des jeunes, ça va plutôt être sur Instagram ou TikTok pour partager vos créations. Et c'est là-dessus que vous pourrez communiquer avec eux. Après, vous avez le droit de rebondir sur des communications qui sont faites par des partenaires. Je vais donner un exemple. Il y a des sociétés qui vendent des pierres brutes. Moi, j'ai une collègue qui a quitté Microsoft et qui a créé une société où elle vend des pierres. Donc, elle va acheter des pierres précieuses, enfin précieuses ou moins précieuses. Elle va acheter des pierres et elle les vend à travers son site Internet. Typiquement, le fait de suivre son activité, puis de rebondir en disant « Ah ouais, j'aime bien cette couleur de perle. D'ailleurs, moi, j'ai fait un bijou qui correspond à ça. » Le fait de communiquer par cet intermédiaire-là fait que vous touchez potentiellement des gens qui la suivent. Donc, c'est un moyen aussi de vous faire connaître. Et puis, les gens vont peut-être se dire « Ah, j'aime bien la réaction, j'aime bien le bijou. Je vais m'abonner à son compte. » Et ça va vous permettre de créer une communauté. Vous voyez, ça peut être un moyen de démarrer. Le moyen de démarrer sur des réseaux, c'est de se dire je vais suivre des gens qui sont dans ce domaine-là, donc soit les bijoux, soit les pierres, soit le luxe, ou voilà, des choses qui peuvent être en relation avec votre activité. Vous essayez de suivre les gens qui sont dans ces entreprises-là, et puis vous rebondissez régulièrement. Alors, il ne faut pas que ça soit trop, il ne faut pas que ça soit du spam, mais de temps en temps, vous pouvez rebondir sur un message en disant « Ah, tiens, au fait, j'aime beaucoup cette… Ah oui, voilà, Florence, c'est le bon moyen de le faire, je pense. » Ça vous permet de commencer à avoir des abonnés par rapport à votre groupe. Alors, est-ce que Facebook, c'est le bon moyen de vendre? Là, c'est vous qui pouvez l'estimer. Il y a des réseaux qui sont très différents en termes de communication, entre des réseaux qui sont plus là pour finalement animer des communautés et faire vendre des produits, et d'autres qui sont plutôt des moyens finalement d'échanger, de partager. Moi, par exemple, Facebook, je l'utilise d'un point de vue personnel, mais par contre, je vais utiliser LinkedIn et Twitter d'un point de vue professionnel. Mais parce que dans mon domaine d'activité, c'est comme ça que ça marche. Dans tout ce qui est domaine artisanal et artistique, il y a aussi la possibilité de faire un peu des collaborations avec d'autres créateurs. Oui. Ça permet justement de partager les différentes communautés. Et si jamais si jamais vous faites une collaboration avec quelqu'un qui a une communauté plus large, ça vous permettra de toucher une audience un peu plus vaste, un peu plus variée que celle que vous auriez eue en normal. Et puis, ça vous permet aussi, vous, de vous faire une place au sein d'une communauté de créateurs dont cette personne peut faire partie déjà. Voilà. Alors, il faut effectivement le mettre en avant, ce site Internet, parce que le site Internet, pour que les gens viennent, il faut que quelque part, vous soyez capable, lorsque vous communiquez, de dire si vous voulez en savoir plus, utilisez ce lien. Et du coup, vous avez votre site Internet en relais. Ça fait venir du monde, ça fait du trafic, entre guillemets. Après, sur la création, il existe aussi des plateformes style Etsy, où les personnes, les clients, on va dire les particuliers, vont aller chercher directement justement sur ces sites spécialisés dans l'artisanat, dans les boutiques de création. Donc, c'est aussi un moyen d'être référencé. Aujourd'hui, il y a énormément de professionnels qui sont sur ce type de plateforme. Ouais. Bon, je pense qu'on a explosé le timing. Ouais. Non, mais c'était très riche et très intéressant. Donc, un grand merci en tout cas pour ces échanges. Florence, Namir, super. Ouais, et puis, merci beaucoup, Philippe. Et donc, moi, j'engage Namir à faire le dernier kilomètre pour Florence, pour ses livraisons. Allez, c'est parti, c'est signé. Et vous allez pouvoir faire un partenariat ensemble, du coup. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que ça commence aussi…
Ça commence comme ça, je veux dire, Ouais. sur ce type de rencontre, d'échange, savoir ce que chacun fait et puis pouvoir lancer certaines activités, puis des partenariats. Oui, c'est exactement ça. Globalement, si on liste, hein, on crée un produit, on a besoin derrière de le vendre et ensuite on a besoin de le livrer. C'est toujours un peu le même mécanisme, hein, quand on parle d'e-commerce. Donc, la créatrice de produit, là, ici, c'est Florence. Namir est sur la livraison. Il faut juste trouver l'intermédiaire qui est finalement comment on maximise les ventes en faisant une communication adaptée, en faisant un peu de com sur les réseaux sociaux, en faisant des partenariats avec d'autres entreprises ou en ayant de la visibilité en fait auprès de la communauté déjà intéressée par ce type de bijoux. Tout à fait. Surfer sur la fête des mères, surfer sur Noël, surfer sur tous ces moments-là, qui sont d'autant de moments pour communiquer aussi positivement. Si vous faites des choses jolies, les gens vont avoir envie de relayer. Et donc, du coup, on vous fait confiance pour la communication, c'est ça? À mon petit niveau, je dois avoir 7800 abonnés sur LinkedIn, par exemple. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est une petite communauté, mais bon, c'est une communauté très ciblée sur la notion de handicap et d'accessibilité, donc c'est déjà pas mal, ouais. Effectivement. Bon, Super, merci. Bah, on ne va pas vous garder plus longtemps parce que je vois l'heure qui tourne. ouais. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Grand merci à Philippe pour la présentation et un grand merci à Aurélie a fait un travail remarquable de traduction et c'est toujours passionnant de l'avoir travaillé. Merci. Non, Et mais il va falloir qu'on bah, passe un peu de temps ensemble, Aurélie. J'ai besoin d'apprendre 3-4 gestes parce que là, je suis. Bientôt, il y aura des cours. on a hâte. En tout cas, bah, n'hésitez pas, voilà, si jamais vous avez des questions, à nous contacter donc, bah, via Shop et même à contacter donc, Philippe qui a laissé ses coordonnées sur le côté de sa vidéo. À savoir que donc, je crois qu'il y a d'autres ateliers numériques qui sont prévus. Je n'ai plus les dates en tête, mais ils seront toutes relayés de toute façon sur LinkedIn, sur la page de HUP et sur le site internet. On vous partagera donc les prochaines dates. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore pour votre participation et vos commentaires très pertinents. Et on vous dit à très bientôt. Merci Alexandre, merci Aurélie. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir, bonne Au soirée à revoir Namir, au tous. revoir Florence, au revoir Christophe. Merci Bonne à tous. Bonne soirée, soirée. merci. Bye. Bonne soirée à vous. Au revoir.